j'étais donc dès le début du processus constitutionnel. Vous étiez là. Maintenant, j'entends beaucoup de noms interviennent, on cite beaucoup de noms. Il y en a dont je ne sais pas à quelle partie du processus ils sont intervenus. Il y en a dont je peux situer le moment de leur intervention et la durée. Il y en a qui sont cités que je n'ai jamais vus à un moment ou à un autre. On va parler d'eux, mais d'abord de vous-même. Vous dites que vous avez été là au tout début, quand les premières phrases ont commencé à être écrites. Oui. Qui était là? Qui était là? Alors, dans ce groupe, des étrangers? C'était d'abord une commission du Sénat, donc des sénateurs congolais, qui étaient de tous les bords. Alors, j'entends parler de guerriers, de belligérants, mais écoutez, c'est des Congolais qui, à l'époque, dans le contexte, étaient soit au gouvernement en place, soit dans l'opposition politique, soit dans l'opposition armée. Bon, on ne peut pas en inventer d'autres. Et il y avait la société civile. Toutes les couches étaient représentées. Oui, ce qu'on appelait à l'époque les composantes étaient au Sénat. Il y avait donc les membres de la commission du Sénat, présidés par l'ancien président de la Cour constitutionnelle qui était devenu sénateur, le président Biango. Tout le monde le connaît quand même. Il a été longtemps premier président de la Cour suprême. Et dans le groupe des experts, il y avait Jacques Ferdinand Kapanga, il y avait le jeune Marcel Ochokonda, il y avait l'ancien gouverneur et l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gustave Maluma Mangula, qui était sénateur, mais que le Sénat avait voulu introduire dans le groupe des experts à cause, effectivement, de son expérience dans la territoriale, etc. Il y avait Jean-Louis Sambo, il y avait moi-même. À l'époque, il n'était pas encore professeur. Non, il n'était pas encore professeur, mais il était cadre scientifique de notre université. L'un des brillants cadres scientifiques de notre université. Et il y avait, comme étranger, il y avait un seul, le professeur Eladj Mbodj, qui est sénégalais, et qui travaillait avec les institutions congolaises depuis Sun City. Parce qu'il était recruté par l'Union européenne. Et l'Union européenne avait été sollicitée certainement par les Congolais de Sun City, c'est-à-dire les dialogues intercongolais, pour avoir un expert. Et un seul étranger. Un seul étranger. Nous étions 6. Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Netoko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey, na imprimerie Muzuri, Tobuki va prix ndenge à Kafu Kafu. Poche biso, qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et Suki Wanate, tozape na ba service locola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mon mère, Tobuki peba extend na 29 $ ya Bambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression.
sur Politikon, la force du détail. Il ne parle que très rarement. Et quand il décide de briser le silence, c'est généralement au moyen d'un article scientifique, une tribune et un ouvrage documenté. Généralement pour mettre fin à une controverse, à la polémique. À l'heure où la constitution congolaise est remise en cause, nous avons la chance de l'avoir parce que il fait partie de ceux qui ont rédigé l'avant-projet de la loi fondamentale à Simissi dans la banlieue de Kisangani. Il est d'ailleurs celui qui a inspiré le verrouillage de certaines dispositions, dont le très célèbre article 220. À l'heure où l'on dit que cette constitution est l'œuvre des étrangers, qu'elle a été rédigée à l'étranger, qu'elle est désuète et qu'elle contient des dispositions devenues inadaptées par rapport à nos réalités. Nous avons fait le choix ici de retourner à la source auprès de ceux qui ont travaillé la première mouture de cette loi fondamentale. C'est avec beaucoup d'excitation que nous recevons ce midi sur ce plateau le vénérable Auguste Mampouya Kanunkachab. Professeur, bienvenue sur notre plateau. Merci bien, Jean-Pierre. Comment allez-vous maintenant? Ça va aussi bien que possible. Hein? Aussi bien que possible. Ça, c'est grâce à Dieu. Vous sortez d'une preuve difficile. La dernière fois que vous étiez ici, c'était à la mi-mai. Et le 20, un dimanche, nous avons appris avec... Le 19, oui. Nous avons appris avec beaucoup de tristesse que votre résidence était partie en fumée, ravagée par un incendie. Vous nous en direz un peu plus si vous avez vu, vous avez, après enquête, vous connaissez désormais les causes de l'incendie. Certains ont assimilé cet incendie à des origines criminelles au regard de la position que vous aviez à ce moment-là. Le débat, c'était toujours autour de la Constitution. Nous ne souhaitons pas remuer le couteau dans la plaie. Nous savons à quel point c'est pénible pour vous d'avoir perdu vos biens, vos ouvrages qui comptent énormément, votre maison. Mais comme c'est la première fois que vous décidez de parler à la télé, ça aurait été pas bien que l'on bypasse cette question. Dites-nous, professeur, qu'est-ce qui s'était passé cette nuit-là? Merci bien, même si vous ne voulez pas remuer le couteau dans la plaie. On sait que c'est pénible pour vous. Oui, tout à fait. C'est pénible parce que j'ai, dans cet événement, perdu tous les 50 ans de ma carrière. Vos ouvrages précieux, toute la documentation. Mes ouvrages, ça faisait toute une bibliothèque, une chambre comme celle-ci, pleine d'ouvrages de tout genre. Les miens, comme tous ceux que j'avais acquis à travers ma carrière. Et je dois dire que j'ai commencé mes études universitaires en 1963. Et donc, j'ai eu le temps de cumuler et d'accumuler les ouvrages et les documents, etc. J'ai perdu tous mes habits, les habits de tous ceux qui habitent avec moi, c'est-à-dire mon épouse en particulier et un de mes fils qui était là en ce moment-là. Rien n'a été. Nous sommes sortis avec ce qui était sur notre corps quand nous dormions, parce que ça s'est passé la nuit. Rien n'a été récupéré. Rien. Les jeunes gens du quartier ont essayé vers les 4h, 4h30 du matin Là, c'est bien plus tard. De faire sortir quelque chose. Ils ont pu réussir, je crois, à sortir un salon ou un salon et demi, je ne sais plus. Voilà. Et puis, un voisin a pu sortir l'écran de notre télévision. C'était facile à transporter à partir. Mais j'ai perdu tous les souvenirs de ces 50 ans
de vie professionnelle. Il n'y a pas eu de véhicules anti-incendie cette nuit-là? Le service avait été contacté et à temps. Les services ont demandé du carburant. On les a amenés à la station. Ils ont eu le carburant. Et ils ont donné rendez-vous à mes enfants pour se retrouver au domicile. Je dois dire que depuis qu'ils sont partis, j'estime qu'ils sont encore en route. Ils ne sont jamais arrivés. Ils ne sont jamais arrivés. Et par contre, quand plus tard, je crois le lendemain ou tard dans la journée, un de mes fils a également téléphoné pour demander ce qui s'était passé. Ils ont dit qu'ils étaient en panne. Tantôt, il n'y a pas de carburant. Tantôt, on a vu, il n'y a pas de carburant, on a acheté du carburant. Et puis après, il y a la panne. Et on a vu un des responsables du service qui habite le quartier. On l'a vu regarder de loin, à peu près à 60 mètres du brasier, regarder du coin de l'œil. Et puis, quand il a vu qu'on l'a remarqué, il s'est éclipsé, il est rentré chez lui. Bon, vous avez dit là ce que les gens ont commenté. Ce n'était pas mon commentaire. Certains ont dit que c'était un incendie d'origine criminelle. Ouais. Moi, je n'ai jamais rien commenté. Vous ne vous êtes jamais exprimé? Ouais. Je suis un scientifique. Un scientifique, c'est un rationnel. Je me suis conduit rationnellement en demandant aux services compétents de faire des investigations. Spécialement la police scientifique. Sont-ils venus enquêter? Il n'y a pas mieux que ça. Ouais. La police scientifique a fait son travail et a rendu un rapport un mois plus tard pour me donner une seule certitude. Et ça, il faut que les gens le sachent. Une seule certitude. Laquelle? C'est que ça ne pouvait pas être un court-circuit électrique. Je dis bien, ça ne pouvait pas être un court-circuit. Et ce n'est pas un court-circuit. Les experts scientifiques expliquent pourquoi ça ne pouvait pas être un court-circuit. Puis après ça, vous pouvez entrer dans toutes les suppositions. Moi, je n'ai jamais fait aucune supposition ni aucun commentaire. Certains ont établi un lien entre cet incendie et votre position prise la veille. Vous étiez chez Perfect TV, chez notre confrère Peter Siani. 48 heures plus tôt, vous étiez ici chez nous, à Politicon. Oui. Vous y voyez un lien? Vous pensez que c'est du blabla ou c'est une piste qui peut être sérieuse? Moi, je m'en tiens aux conclusions de la police scientifique. Moi, je suis la victime, je ne suis pas un commentateur. Et je vous dis, la police scientifique, heureusement, n'a pas dit que j'avais mis le feu moi-même à ma maison. Okay. Il y a déjà ça. Mais elle a dit également que ce n'est pas un court-circuit électrique. Alors, avez-vous été bénéficiaire d'un élan de solidarité? Les premières images qui sont arrivées ont été commentées dans tous les sens. Des gens ont compati, mais vous-même, aviez-vous été visité? Vous êtes une notabilité, vous êtes un professeur émérite, un nom dans ce pays. Aviez-vous bénéficié, par exemple, de la compassion, la générosité des officiels, le gouvernement, le Parlement, que sais-je, le président? J'ai été visité par des amis qui n'ont rien à voir avec les institutions. À titre personnel? À titre personnel, des amis sont venus me voir. Il y a des amis qui m'ont aidé. Je vous ai dit, on est sortis avec nos pyjamas. Et donc, quand je dis ça, ça dit ce que ça dit. C'est sérieux. Alors maintenant, vous me parlez des officiels et tout ça. Moi, je croyais qu'il y avait une loi dans ce pays. Je pense qu'il existe, mais je ne l'ai jamais lu, qui dit que ce genre d'hommages ou de consolation sont dus à des footballeurs ou à des musiciens danseurs. En tout cas, c'est ce qu'on voit régulièrement. Ouais. Quand un musicien danseur, un danseur est éprouvé ou connaît une difficulté, tout de suite, il y a mobilisation des institutions jusqu'au sommet. C'est souvent spontané. Ouais.
Et, ça n'a pas été le cas dans non, votre je ne situation? suis pas dans ces catégories concernées par cette loi de générosité. Une loi, si elle n'existe pas, elle est non écrite en tout cas, mais elle s'applique. Et je constate. Vous êtes resté choqué après cet événement malheureux? Il y a des gens qui me connaissent du pouvoir et tout ça, mais même pas un mot pour dire on est choqué par ce qui vous est arrivé, qu'est-ce qui se passe, etc. Rien. Même pas un mot. Non. Moi, je laisse seulement les gens constater ça. Moi, je le constate. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent commenter, ils n'ont qu'à commenter, ils ont libre cours. On ne souhaite pas aller plus loin que ça. Professeur Mampouya, beaucoup de courage. C'est tout ce que l'on puisse vous dire en ce moment. C'est bien. Il y a le courage, ça dépend de nous-mêmes. Je crois qu'il y a plus que cela au-dessus. Il y a la main du Créateur, c'est lui qui a notre sort, le sort de chacun dans sa main. Et donc, je crois qu'il faut beaucoup plus compter sur lui que sur le simple courage personnel, qui est un élément qui peut vous faire défaut. Mais son amour à lui ne nous fait pas défaut. C'est vrai, ça dépend des circonstances. On connaît des gens qui étaient aussi courageux que ça, mais s'effondraient à certaines situations. L'on ne peut pas lancer une collecte de fonds ici pour le professeur. Mais ce qui lui est arrivé est touchant. Nous compatissons. Ceux qui vous connaissent, qui suivront l'émission, verront bien comment entrer en contact avec vous. Sinon, c'est une page tournée. Vous essayez de reprendre la vie et de voir les choses du bon côté maintenant. Heureusement que celui qui m'a donné la vie me l'a préservé. Et donc, je continue à vivre. Gloire au Seigneur qui a gardé cette bibliothèque. Il ne faudrait pas attendre que des gens comme lui meurent pour que l'on s'amène avec cortège, gyrophare, gerbe de fleurs et des mots gentils. Quand c'est possible, quand ils sont encore en vie, nous leur devons cette reconnaissance parce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu. Ils ont joué leur partition dans ce que ce pays est devenu. Nous leur devons cette reconnaissance. Bien. Trêve maintenant, professeur. On peut revenir. On peut revenir. Merci bien pour cette attention. Ça me fait très mal, vous voyez. Il y a des larmes qui tentent de sortir. C'est pas mal. Parce que j'ai vu cette maison. J'ai été chez vous à bien de reprises. Je connaissais ce que ça représentait pour vous, les conditions dans lesquelles elle était construite. C'était un chef-d'œuvre. Et voilà, s'il vous plaît. On revient dans l'émission. On espère que vous passez du bon temps de télé. Professeur Mampouya, je vous ai présenté comme l'un de ceux qui ont participé à la rédaction de la Constitution de 2006. Vous avez rédigé son avant-propos. Il y a un débat. Le débat était encore informel avant le discours de Kisangani. Mauvaise ou bonne coïncidence parce que c'est là, vous allez nous le dire, que cet avant-propos avait été rédigé. Expliquez-nous d'abord dans quel contexte personnellement, parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'improvise constitutionnaliste, tout le monde a été là, Kisangani, tout le monde réclame la paternité de cette constitution, tout le monde a un mot à dire. Il y a évidemment certains qui se contredisent, qui ont dit une chose bien plus tôt, qui se contredisent aujourd'hui. Expliquez-nous dans quel contexte, vous personnellement, c'est important de commencer par là, vous vous êtes retrouvé dans cette commission du Sénat de la transition, évidemment, en tant qu'expert, pour participer à ces travaux. À l'époque, j'enseignais ici, bien évidemment, mais j'étais installé en France où j'étais professeur nommé dans une université française. Évidemment, vous avez enseigné la Constitution française aux Français. Aussi, le droit international et la théorie générale du droit et beaucoup de choses. Et c'est en ce moment-là que le Sénat m'a contacté personnellement pour me dire qu'il y avait des travaux qui allaient commencer de la commission constitutionnelle du Sénat
et qu'il voudrait bien que je sois membre, fasse partie des experts que consulte la commission. Je suis venu. Je crois qu'ils ont fait financer ça par un organisme, je ne sais pas lequel. Et arrivé ici, on m'a dit que les travaux allaient se passer à Simi, banlieue de la ville de Kisangani. Alors, moi, je dis, c'était le début du processus constitutionnel. Et j'étais, donc, dès le début du processus constitutionnel. Vous étiez là. Maintenant, j'entends beaucoup de noms interviennent, on cite beaucoup de noms. Il y en a dont je ne sais pas à quelle partie du processus ils sont intervenus. Il y en a dont je peux situer le moment de leur intervention et la durée. Il y en a qui sont cités que je n'ai jamais vus à un moment ou à un autre. On va parler d'eux, mais d'abord de vous-même. Vous dites que vous avez été là au tout début, quand les premières phrases ont commencé à être écrites. Qui était là? Qui était là? Alors, dans ce groupe, des étrangers? Mais c'était d'abord une commission du Sénat, donc des sénateurs congolais, qui étaient de tous les bords. Alors, j'entends parler de guerriers, de belligérants, mais écoutez, c'est des Congolais qui, à l'époque, dans le contexte, étaient soit au gouvernement en place, soit dans l'opposition politique, soit dans l'opposition armée. Bon, on ne peut pas en inventer d'autres. Et il y avait la société civile. Toutes les couches étaient représentées. Oui, ce qu'on appelait à l'époque les composantes étaient au Sénat. Il y avait donc les membres de la commission du Sénat, présidés par l'ancien président de la Cour constitutionnelle qui était devenu sénateur, le président Biango. Tout le monde le connaît quand même. Il a été longtemps premier président de la Cour suprême. Et dans le groupe des experts, il y avait Ferdinand Kapanga, il y avait le jeune Marcel Ochokonda, il y avait l'ancien gouverneur et l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, Gustave Maluma Mangula, qui était sénateur, mais que le Sénat avait voulu introduire dans le groupe des experts à cause, effectivement, de son expérience dans la territoriale, etc. Il y avait Jean-Louis Sambo, il y avait moi-même. À l'époque, il n'était pas encore professeur. Non, il n'était pas encore professeur, mais il était cadre scientifique de notre université. L'un des brillants cadres scientifiques de notre université. Et il y avait, comme étranger, il y avait un seul, le professeur Eladj Mbodj, qui est sénégalais, et qui travaillait avec les institutions congolaises depuis Sun City. Parce que lui, il était recruté par l'Union européenne. Et l'Union européenne avait été sollicitée certainement par les Congolais de Sun City, c'est-à-dire les dialogues intercongolais, pour avoir un expert. Et un seul étranger. Un seul étranger. Nous étions 6. Et donc, moi, en venant, je préparais un certain nombre de choses que j'ai soumises au groupe des experts parce qu'il me semblait que si on fait une nouvelle constitution, il faut qu'il y ait un progrès dans le développement démocratique et politique. Il ne faut pas que l'on reste dans les sentiers battus et des solutions qui ont posé des problèmes. Il faut remarquer qu'à l'époque aussi, le Sénat et l'Assemblée nationale m'ont demandé d'animer un séminaire au niveau de leurs 2 chambres pour les problèmes de la Constitution. Et là, j'ai expliqué pourquoi on peut changer une Constitution et quels sont les objectifs que l'on poursuit en modifiant une Constitution. À quelles conditions une Constitution peut-elle devenir pérenne? C'est quand elle répond aux problèmes récurrents du fonctionnement de l'État. Et ces problèmes récurrents, moi j'avais eu le temps d'y penser, etc. Et j'avais donc amorcé un certain nombre de propositions sur ces problématiques propositions que j'ai soumises au groupe des experts et que nous avons intégrées dans nos travaux avec... On va y aller progressivement. Oui. D'abord, dans ce groupe, vous étiez le seul professeur, c'est ça?
Le seul professeur congolais à l'époque. Le seul professeur congolais. Oui. Il y en avait d'autres des étrangers? Non, je vous ai dit, le seul étranger, c'était Eladji Mbotch, qui est un professeur sénégalais. Ah, il était professeur aussi. Ouais. Mais il y a pourtant une liste de... 22... Mais Eladji Mbotch a été très fair play, très correct. Il a laissé la priorité et la primauté aux Congolais. Même quand on a continué les travaux ici à Kinshasa, Eladji Mbotch a également été associé, mais toujours, au moment des options, il cédait le pas aux Congolais. Il n'est pas auteur d'une quelconque disposition qui porte sa signature. Spécialement, non. Il avait été spécialement consulté à Kinshasa lorsque les travaux ont continué sur la manière dont au Sénégal était réglée la question du chef de l'opposition. Quand on dit que c'est une constitution écrite à l'étranger, par des étrangers, certains ont même dit que c'était la petite sœur de la constitution belge ou française, professeur. Votre avis? C'est faux. Mais il n'est pas faux de savoir que dans les différentes constitutions, il y a toujours des problématiques qui reviennent et qui ont été résolues de la même façon ou d'une façon proche, ça et là. Et donc, on peut dire qu'il y a une influence de telle tendance et de telle tendance, mais ça ne signifie pas qu'elle ait été faite par des étrangers. Et sur bien des points d'ailleurs, nous étions en avance par rapport aux deux pays que vous citez. Est-ce qu'il y avait des coups de fil, notamment du Conseil d'appui à la transition, tout ça? L'Occident a-t-il soufflé quelques dispositions à intégrer dans cette constitution? Je n'ai eu aucun contact avec l'Occident, donc je ne peux pas le dire. À personne, l'Occident est représenté par qui? À aucun moment, l'Occident ne nous a appelés pour dire quoi que ce soit. Je vais vous dire une chose, je vais peut-être révéler un secret. Allez-y, s'il vous plaît. C'est que quand le pouvoir, ici sur place, a entendu que j'avais pratiquement amené un projet et que les experts ont intégré les dispositions de ce projet, ils ont dit qu'ils ne sont pas déréglés, ils sont organisés. Alors il faut faire attention, on ne sait pas. Voilà. Ça risque d'être incontrôlable. Et je peux dire, ça c'est le secret que je révèle, mais un ami qui était sénateur a déjà dit ça à un autre moment. Quelqu'un est venu de la part de la présidence. Quelqu'un que je connaissais, qui était un ami personnel, mais qui est venu pour dire qu'on apprend que vous allez dans tel sens, etc. J'ai discuté avec lui. Il ne m'a pas convaincu. Je ne l'ai pas convaincu non plus. Il est reparti. Il est reparti. Je crois qu'il a vu après, il a vu la commission, certains sénateurs. C'est tout. Je ne sais pas ce qu'il a fait à ce niveau-là. Ce qu'il voulait, avait-il été intégré dans la nouvelle constitution? Non, parce que les grandes innovations que nous voulions porter sur un certain nombre de choses, je vous ai dit tout à l'heure, quand on fait une constitution que l'on veut pérenne, il faut qu'elle réponde aux problèmes récurrents du fonctionnement de l'État. Les problèmes récurrents du fonctionnement de l'État, les gens n'y pensent pas. On le sait, depuis 60, il y a entre autres le fait que personne n'accepte les résultats des élections et qu'après ça, l'opposition met toujours les bâtons dans les roues, dans les roues de la majorité et qu'il y a eu l'instabilité institutionnelle, qu'on a modifié plusieurs fois la Constitution sans que ça donne des résultats. Je peux dire que dans ce pays, on a expérimenté toutes les formes qui existent dans le monde et dans les études à l'université. Toutes les formes. Mais rien n'a rien produit. Mais il faut alors que des gens intelligents se posent la question, pourquoi ça ne va pas? Au lieu de ça, on est en train de nous perdre, de nous enfumer et de nous faire perdre du temps. Il faut qu'on se pose la question, qu'on ait le temps de faire une pause et de se dire pourquoi ça ne marche pas depuis le début. Depuis 60, ce climat de suspicion, du fait que l'opposition toujours
Et contre le pouvoir, on dirait que c'est son rôle et tout ça. Mais moi, je dis, quand on réfléchit un tout petit peu en profondeur sur les réalités du pays, on peut se demander pourquoi opposition. Et il y en a qui ont fait des études, donc qui ont des diplômes universitaires, qui sont convaincus parce que leur professeur leur avait dit que s'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de démocratie. Alors on s'est dit, il faut qu'il y ait une majorité qui accapare tout le pouvoir et il faut qu'il y ait une opposition qui, je ne sais pas ce qu'elle fait. Il faut qu'il y en ait une quand même. Eh bien, tout ça, c'est des choses à remettre en question. Ce sont des croquis, ce sont des images. Et au mieux, pour être gentil, c'est des choses que la doctrine, les penseurs ont instituées. Mais quand on a commencé au début, il n'y a aucun pays qui a mis en place une constitution pour dire je vais mettre en place un régime parlementaire, un régime présidentiel, etc. Ils ont mis en place des normes et des mécanismes qui pouvaient résoudre leurs problèmes ou qui pouvaient obtenir l'objectif qu'ils recherchaient. Ce sont maintenant nous, là, à l'université, les académiciens et tout ça, qui, regardant toutes ces caractéristiques, on a dit, bon, telle forme, ça peut donner tel régime et tel autre. Ce n'est jamais dans l'histoire des faits. Et donc, je crois qu'il faut qu'on ait également ça à l'esprit. Vous êtes-vous inspiré quand on a des clichés, on continue de nous les imposer jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en train d'ignorer notre intelligence et la capacité de réfléchir. Vous êtes-vous inspiré de la constitution de Loloabo dans l'actuel? Vous savez, il est impossible dans un pays d'écrire une constitution sans lire les autres qui auraient existé. Je crois que dans la grande évolution de l'histoire constitutionnelle et institutionnelle congolaise, le point le plus important qui est devenu référence, c'est la CNS. C'est la CNS. La Conférence nationale souveraine. Qui, malgré sa longueur et tout ça, malgré le facétie de certains membres qui étaient là juste pour se montrer et raconter des histoires, a fait un travail extraordinaire. D'abord de critique du moment. On n'a jamais eu autant de critiques contre la dictature qu'en ce moment-là. Et c'est la CNS qui a vraiment mis par terre sur le plan des idées, qui a mis à bas la dictature à travers, bien évidemment, le régime Mobutu, mais la notion même et les institutions même de dictature et de pouvoir personnel, de pouvoir absolu. Les gens se rappellent ou aillent au Palais du Peuple déterrer les archives de la conférence nationale pour savoir ce qui s'était vraiment passé. C'est un travail de critique extraordinaire, mais en même temps, un travail de proposition. En disant, en critiquant tel fonctionnement et tel mécanisme, les gens ont dit à la place, nous ne voudrions que. C'est ça la proposition. Et tout ça existe. De telle sorte que, je ne sais pas si j'anticipe, mais moi, je me suis inspiré de ça. Parce qu'on parle de Sun City. Et c'est pour cela qu'on dit la constitution des belligérants. Mais Sun City, sur le plan des idées, n'a rien apporté. Sun City a été, et c'est ça son caractère spécifique, d'abord un cadre pour l'accord de paix entre les belligérants. L'accord de paix. La cessation des hostilités et la volonté de travailler ensemble. Mais toutes les idées forces à la base du système constitutionnel et politique congolais viennent de la CNS. Et les critiques à Sun City n'ont fait qu'emboîter le pas aux critiques faites à la CNS contre la dictature et le régime Mobutu. CNS ou Feu Etienne Tshisekedi a été plébiscité. C'est bien que vous le disiez. Il faut rappeler effectivement que la CNS et la célébrité de son histoire
sont faites autour de la personne d'Étienne Tshisekedi. On pourrait même dire, moi je ne suis pas dans ce genre de simplification, la CNSP c'est l'œuvre d'Étienne Tshisekedi. Alors, on y voit toutes les grandes tendances et j'anticipe en disant qu'on y voit aussi la volonté qui m'a inspiré le contenu de l'article 220. Ça vient de là. Ça n'a rien à voir avec Sun City où je n'étais pas. Pas plus que je n'étais à la conférence nationale, mais je l'ai suivi de bout en bout. Je gobais toutes les séances du matin au soir. Pourquoi vous avez souhaité que le 220 soit verrouillé? Oui. Parce que on aboutit... C'est vous qui l'avez inspiré? C'est moi qui l'ai conçu et rédigé. Okay. Et donc, dans nos projets du draft des experts, ça vient de là. Le contenu de cet article est le condensé de l'histoire de la lutte de tous les démocrates qui ont lutté contre la dictature, contre le pouvoir personnel, contre la perpétuation au pouvoir, contre la confusion du pouvoir, la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul, etc. Mais c'est ça que représente l'article 220. Également, l'affirmation des droits et libertés, aussi bien individuelles que collectives. Et dans l'article 220, les libertés collectives sont essentiellement représentées par les prérogatives et l'autonomie des provinces, où l'on retrouve la même idée à la base des droits et libertés individuelles. Alors, aujourd'hui, quand on dit qu'il n'y a pas de développement dans nos provinces parce que l'Assemblée provinciale et le gouvernement ou gouverneur se régalent souvent. D'abord, ce n'est pas dû à cette constitution. Il y a des gens qui semblent intelligents comme ça, mais qui ne réfléchissent pas, qui ont décidé de piétiner leur intelligence. Celui qui vous a créé vous a donné une intelligence. Eh bien, utilisez-la. Il ne faut pas faire comme si, et c'est ce qu'on sent ici, comme si la politique ou les dirigeants politiques vous interdisaient l'intelligence. C'est vrai, il y a quelqu'un qui a dit quelque part là, que si la bêtise s'empare du pouvoir, l'intelligence devient un crime. On est pratiquement là. Qu'est-ce qui se passe? La forme de l'État aujourd'hui, j'ai encore entendu des gens raconter des histoires là-dessus. On m'a même dit, mais vous dites ça, mais votre ami Bobo Kamamba a expliqué comment ils ont voulu distribuer le pouvoir, que chacun obtienne quelque chose, comme c'était des belligérants. Il ne faut pas que les belligérants se retrouvent frustrés et tout ça. Ça n'a rien à voir avec les belligérants. Je ne sais pas si mon ami Bob l'a dit, je n'ai pas vu cette émission, mais ça n'a rien à voir, parce que ça existe depuis la loi fondamentale. Depuis la loi fondamentale. Nous sommes entrés en indépendance avec cette forme d'État. Qu'on lise la loi fondamentale, elle est disponible. Avec les provinces et leur autonomie, avec leurs assemblées et le gouvernement provinciaux. Les gouvernements provinciaux dirigés non pas par le gouvernement, mais par un président. Et les assemblées avec leurs attributions, les provinces avec leurs attributions face aux attributions de l'État central et les attributions concurrentes entre les deux. C'est un principe qui date de là. On va dire, mais la loi fondamentale, c'est les Belges. Il ne faut pas oublier qu'elle est précédée par la table ronde politique à laquelle ont pris part très activement les partis politiques congolais. Tous ces partis politiques qui, à l'époque, s'étaient réunis à Bruxelles. Je vais dire une chose qui va peut-être choquer certains. Aujourd'hui, on a plein de, comme on dit, universitaires dans les institutions. Des docteurs, des licenciés, des triples docteurs, des PhD, comme on aime aujourd'hui le dire par snobisme. Mais à l'époque,
D'ailleurs, on les a appelés les primériens. Mais c'est l'époque où, dans la classe politique congolaise, a eu lieu l'unique débat d'intelligence. Parce qu'aujourd'hui, le débat, c'est quoi? Aujourd'hui, le débat, c'est le morceau de gâteau que l'on voudrait avoir. Ouais. Toutes les difficultés qu'on a eues, tous les retardements qu'on a eus dans la mise en place des institutions, ce sont les appétits gloutons des politiciens. Même la durée du contentieux électoral est due à cela. Quand vous retrouvez plus de 20 000 candidats pour 500 postes à l'Assemblée nationale, dites-vous bien que les 20 000 candidats ne sont pas allés pour bien diriger le pays, ils sont allés pour leur poche et leur ventre. C'est ça aujourd'hui. L'objet du débat aujourd'hui, c'est ça. On se dispute le morceau de gâteau autour de la mangeoire. Il n'y a plus de débat intelligent. Mais à l'époque, et je peux dire, l'unique débat intelligent qui a traversé la classe politique congolaise, c'est celui-là, entre les fédéralistes et les unitaristes. Oui. Ils argumentaient. Et à l'époque, moi, je me rappelle encore que le grand slogan des unitaristes, c'était Congo fort, pays, Congo uni, pays fort. C'était le slogan des unitaristes. Tandis qu'il y avait des fédéralistes qui expliquaient l'étendue du pays, la diversité des régions et le fait qu'on ne peut pas diriger un pays aussi vaste à partir d'un seul point et tout ça. Et depuis la table ronde, puis la loi fondamentale jusqu'à aujourd'hui, sauf la constitution de Mobutu de 1967, et sauf la parenthèse de la gestion de Laurent Désiré Kabila, toutes nos constitutions, toutes nos institutions ont été réglées sur cette base-là. La distinction entre l'État central et les provinces, l'autonomie des provinces avec leurs propres organes. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Merci bien. On va marquer. Alors aujourd'hui, on nous dit c'est la Constitution de 2006. Non. Et puis, pourquoi ça sort aujourd'hui? Pourquoi ça sort aujourd'hui, justement? Je vous poserai la question, professeur. Est-il opportun de réévaluer cette Constitution? On a dit qu'elle a atteint la maturité, c'est ça. Un professeur a dit qu'il est temps de voir si certaines... Quel est l'âge de maturité d'une Constitution? Nous vous poserons la question. On marque une courte pause. Professeur, ne nous quittez pas. On revient tout juste après. Ouais, s'il te plaît, j'arrive dans 20 minutes là. Enfin, qui nous bloque la route? Plaque, et ça bâché pourquoi? Bon, ce que ça véhicule volé. Mais enfin. Bon, ce que ça véhicule volé. Papa, tika, on bâché plaque pourquoi? Non, ça me salana. Papa, boya boy, excellence au binga. Non, les service, yozo buskilingai, tokomona. Mes respects, son excellence. Monsieur, c'est quoi le problème? Vous savez à qui vous parlez? J'ai une réunion très importante avec les bailleurs de fonds. Au bâché plaque, et c'est interdit. N'a qu'à golongo la yango. Oh, papa, tika basopi. Oui, quoi? Au coquille Kosimba, agent de l'ordre n'a tenu et ça interdit. Force laisse la loi. Allons dire, moutou keke fourrière. Aux ministres. Vite. On y va. Ici c'est Belly. Et maman, di mama monoué. Et ça la boité. Non monté me souka kapamba pamba. Monté me souki. Docteur, ça a l'air grave et très sérieux. Je sais et je vois. Pour sa guérison, c'est une affaire de tous. Akufate. Abika. Docteur, busara nyoso abika. Ngai mwana baswana na rupangu. Merukura bangu bazari bandikuya. Me bakanga ngai mwana lerusina na vision. Basambi saite. Mena yibi akubika. Justice de Dieu yena. Docteur, justice akufate. Ngana zana deka, ngana za veve. Baboto ngana bana lupangu. Nikana nga kutu yangoyo.
na longo wana nake kosala bilanga babenga na biso justice akufa te nakosoka wapi 20 ans na mosala balungula ngai sans de compte final justice atika baje akubika. La justice ne doit pas mourir. Biso ba corps judiciaire, conditions sociales zo permettre biso teto salela e malamu. Ba nouveau magistrat koutuna ba bandi musala te. Soka tiki biso, que deviendra le Congo? État de droit ekoya ndenge nini? Abika. mingi. Lokola koti hôpital na tanga fachi. Docteur Abika. Docteur, faisons quelque chose. Justice ne tombe la kamboka. Bon, Nayoki Bino, c'est vrai, justice nabiso eza malade. Mais pour Nakobi Kisaye, esengi apport ya ba Congolais nyoso. Yango wana to bengami biso nyoso na les états généraux de la justice pour la sauver. Les états généraux de la justice en RDC du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Rendez-vous historique. Que la justice élève la nation congolaise. Hey hey! Na imprimerie Muzuri, Tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya pamba. Et souki wanate, tozape na ba service lokola, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, Tobuki peba extend na $29 ya Pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur plus 243 38 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. De retour sur le plateau des politiciens en politique avec le professeur Auguste Mampouya qui nous fait l'honneur cet après-midi d'intervenir sur notre plateau. En tout cas, depuis que ce débat a commencé, c'est la première émission télé qu'il fait. Nous sommes très honorés par cet honneur. Et j'espère que vous qui nous regardez, vous passez du bon temps de télé. Et là, on ne raconte pas les salades, on raconte des choses pertinentes et profondes. Prof, la question, pourquoi ce débat ressurgit maintenant? Pourquoi maintenant? Je ne saurais pas le dire sans entrer dans la politique et dans la polémique. Ouais. Moi, je suis rationnel, je voudrais le rester. J'ai pourtant un corps, des os et une chair et du sang. Mais je sais faire la part des choses. S'il y en a qui n'arrivent pas à le faire, ça les regarde. Moi, je sais faire la part des choses. J'aimerais d'abord expliquer que ces choix qui ont été faits sont rationnels aussi. Et je vais déboucher sur ce que vous demandez. Notamment, cette problématique de la forme de l'État à laquelle on fait remonter tous les défauts et tout ça. Il y en a même qui disent que c'est vraiment un monstre, on ne sait pas si c'est un État centralisé. Mais justement, ce qu'on a refusé, pas moi, je n'y étais pas, ce que la classe politique congolaise et le peuple congolais ont refusé, c'est justement de choisir, parce que chacun de ces systèmes a ses avantages et ses inconvénients. Oui. Depuis 1960, on s'est bien rendu compte que en tout état de cause, on ne pouvait plus continuer à diriger ce pays à partir d'un seul point, de Léopoldville, de Kinshasa, pour atteindre les près de 2 500 000 km². La concentration du pouvoir, lorsque vous dites un régime où un seul fait tout. Un seul fait tout à partir d'un seul point, etc. Ouais. La logique de ce système qui est dans la Constitution et que la Constitution a hérité du passé, c'est quoi? C'est le fait que, certes, on ne peut pas maintenir le centralisme absolu, fort, mais on ne peut pas non plus aller à l'extrême.
Pourquoi nous sommes un pays et un peuple qui avait été visité par des tentations de division, on dit aujourd'hui balkanisation. Il y a eu des sécessions dans ce pays. Oui. Et beaucoup d'unitaristes sont devenus allergiques à cela. Donc, on a hésité à prendre position pour carrément le fédéralisme. C'est logique tout ça. On a pris peur, en quelque sorte, de décider directement du fédéralisme. Il y a la constitution de Delorbourg qui avait prévu une forme fédérale, mais a adopté, après l'expérimentation de la forme décentralisée, régionalisée, qu'il y avait dans la constitution de Delorbourg. Au bout d'un temps, précisé par la Constitution, on passerait à l'État fédéral en maintenant les mêmes dispositions, juste à adapter au vocabulaire. Et la CNS a fait un projet de constitution qui était carrément fédéraliste. C'est ça le problème. Donc la tendance, c'est qu'il y ait tout de même au minimum l'autonomie des provinces et la responsabilisation des provinces dans leur propre développement. Quand on dit qu'il faudrait que des gouverneurs soient nommés par le président, comme ça éviterait de quoi qu'il y a là-bas tout le temps entre assemblée provinciale et gouvernements provinciaux. Mais ça a toujours existé, les gouverneurs élus par les assemblées provinciales, chaque fois qu'il y a eu des assemblées provinciales. Oui. Sous Kabila, parce qu'il faut qu'il soit nommé. Ça a continué. Je ne dis pas que ça a commencé, ça a continué, ça a repris sous Kabila, après l'intermède de Mobutu. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi tout d'un coup aujourd'hui, ce n'est plus possible? Je comprends qu'il puisse y avoir des difficultés. Mais alors, c'est la solution de facilité de dire, parce qu'il y a une difficulté, on rase tout, on fait tabula rasa et on recommence à zéro. On recommence à zéro pour commencer où? Rentrer au centralisme fort et dur. Je ne sais pas si les Congolais sont prêts à l'accepter. Ce qu'on appelle l'hyper-présidentialisme, où le président fait tout. Non, là, c'est au niveau des institutions. Okay. La Constitution actuelle a également l'avantage d'avoir équilibré les pouvoirs entre les différentes institutions. Okay. Elle n'a pas une seule qui soit inutile. Et donc, elles se complètent. Elles doivent coopérer. Même au niveau de l'exécutif, il y a le président et le gouvernement qui sont obligés de coopérer. Un seul ne peut pas tout faire tout seul. Il y a très peu de prérogatives du président dans lesquelles il décide tout seul sans intervention du gouvernement. Il y a très peu de choses que peut faire le gouvernement sans le président. Tout ça, on a fait pour que le pouvoir contrôle le pouvoir. Que le pouvoir contrôle le pouvoir. Que trop de pouvoir, ça peut mener à l'absolutisme, etc. Quelqu'un a dit le pouvoir rend fou. Le pouvoir absolu rend absolument fou. Donc, je crois que tout cela est rationnel. Mais 18 ans maintenant, après... quand il y a des problèmes, effectivement, il faut chercher les solutions. Mais on n'a pas cherché de solution. On n'a pas cherché de solution. Vous savez, il fut un temps ici où il y avait un titulaire et un adjoint, et puis des problèmes entre le titulaire et l'adjoint. Vous savez la solution qu'on trouvait? Supprimer l'adjoint. Ce n'est pas une solution. C'est la solution de facilité, de paresse. Donc s'il y a, et effectivement, il peut y avoir des problèmes de fonctionnement, il faut les poser, avoir le temps de les poser, de les comprendre et de leur trouver des solutions. La solution n'est pas dans la suppression. Vous supprimez, ça signifie que vous revenez au centralisme dur. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, même ceux qui en parlent, qui soit prêt à accepter le centralisme pur? Mais c'est ça ce que pensent les partisans de la révision ou du changement, qui pensent que 18 ans après, il est temps de réévaluer ces pactes sociaux. Vous savez, oui, réévaluer s'il y a des raisons de réévaluer. Et je vous dis, sur c'est le il n'y a pas de raisons qui soient fondées. Le contenu du pacte républicain, je le trouve dans l'article 220. Le contenu est donné par les dispositions que vise l'article 220. Sur les mandats, parce qu'effectivement, les gens avaient dit qu'il y en a marre de ces présidents qui demeurent éternellement ou qui multiplient les mandats, etc. Ça, c'est pas 2006 qui le dit, c'est bien antérieur.
Et là, en 2006, on le met dans la Constitution, l'histoire des mandats. L'indépendance du pouvoir judiciaire, qui voudrait aujourd'hui remettre ça en cause? Ça fait partie du pacte. N'y a-t-il pas des dispositions qui seraient devenues désuètes, qu'il faudrait mettre à jour? Parce qu'on dit qu'il nous faut une constitution, c'est ce que dit le président, qui soit adaptée à nos réalités. Quelles sont ces réalités? Ce n'est pas à moi de dire quelles sont ces réalités. Vous avez participé à sa rédaction. Oui, mais non. Il faut que ceux qui disent... Il y a 18 ans, les choses ont-elles changé? Ont-elles évolué au point qu'il faut... qu'on leur pose la question. Quelles sont les dispositions qui contredisent quelle réalité? Si la réalité, ce sont les propensions des institutions ou des individus ou leur volonté de faire ceci et qu'ils font dans les violations de la Constitution et des lois, ce n'est pas la réalité. On évoque avec insistance l'article 217, l'article 51 ou bien d'autres. Je veux bien qu'on en parle. Ça, c'est l'ignorance. Je dis bien, ce sont les ignorants qui citent ces articles. Qu'on va céder partiellement une partie. Une partie de notre souveraineté. C'est l'ignorance pure qui parle. Parce que cette disposition n'est pas de la Constitution de 2006. La Constitution de 2006 l'a hérité de la tradition constitutionnelle congolaise. C'est une disposition qui remonte à la Constitution de 67. L'article 69 de la Constitution de 67. Et 67, c'est quoi? C'est l'année où le Zaïre organise, le Congo, encore à l'époque, organise le sommet de l'Organisation de l'Unité africaine. C'est l'année où l'on construit ce qu'on appelle aujourd'hui la cité de l'OUA. Beaucoup de gens y vont, ils passent dans les pavillons là-bas, ils y travaillent, ils ne savent pas d'où ça vient. Ce n'est pas un nom qui est venu comme ça. Et depuis, le Congo a toujours affirmé sa vocation africaine. Et il n'est pas le seul d'autres pays. Qui s'explique par sa position géographique. Nous voulons bien avancer cette position pour dire que nous pouvons être leaders de l'Afrique. Mais c'est tout ça. La position centrale du Congo au cœur de l'Afrique. Le fait que le Congo soit voisin de presque toutes les civilisations qui traversent l'Afrique montre que ce pays a une vocation africaine. Mais quand on dit céder partiellement notre souveraineté, on fait allusion à quoi? Non, il y a des compétences dont la réalisation dans le cadre d'un projet d'intégration africaine peut être cédée à l'organe commun que l'on met en place. Et à ce moment-là, on communautarise cette compétence, elle quitte le domaine national pour aller au niveau de l'organisation d'intégration. Et cette disposition a été reprise dans les mêmes termes par la Constitution de transition faite par la CNS. L'article 108 de la Constitution de transition, l'acte constitutionnel de transition de la CNS, reprend exactement les mêmes termes. Donc c'est devenu une tradition chez nous. Ce n'est pas la Constitution de 2006, ce n'est pas, les Rwandais, ça n'a rien à voir avec ça. Quand on dit qu'il faut protéger les communautés qui sont minoritaires, qui sont vulnérables, à l'article 51, on fait allusion. J'ai entendu quelqu'un que le présentateur disait être un expert, dire que la traduction en lingala de groupe... Qu'on protégeait Banani, Nanga, Banani, enfin c'est ce qu'il a essayé de dire, mais on ne va pas s'appesantir sur lui. Qu'il a dit. Non, on voudrait dire... C'est pour ça que j'ai parlé de l'ignorance. Je veux dire que les groupes fragiles, etc., ce sont justement les groupes négatifs, ceux qui nous combattent, etc. Ça, ce n'est pas un rêve, c'est de la folie. Et je crois que personne ne l'a pris au sérieux, personne, ceux qui l'écoutaient. Et celui qui le présentait comme expert rigolait d'ailleurs, j'ai vu l'image. Il rigolait en l'appelant expert. Ce n'est pas possible, ça. Mais quand on parle de la protection des groupes vulnérables, on fait allusion à quoi? Les groupes vulnérables, mais ça existe.
les groupes vulnérables, ça existe. On n'a pas nécessairement en vue une communauté donnée, mais c'est des termes qu'il faut utiliser. Il ne faut pas oublier que dans cette constitution sont intervenues à un moment ou à un autre les ONG des droits de l'homme. Nous avons le titre consacré aux droits de l'homme et liberté, l'un des plus complets de toutes les constitutions du monde entier. C'est là qu'il y a cet engagement de l'État congolais. Et on ne pouvait pas ne pas le mettre. De même qu'il y a dans les droits de l'homme aujourd'hui ce qu'on appelle la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, que l'on dit aujourd'hui être le fait de la Constitution de 2006 pour pouvoir aliéner nos richesses, etc., etc. Mais c'est un engagement du Congo dans les traités internationaux. La souveraineté permanente est bien plus que même le droit de propriété, parce que c'est au nom de la souveraineté que nous pouvons nationaliser les propriétés de certaines personnes. Elle est au-dessus de la simple bien, prof. Mais maintenant, vous avez milité vous-même contre l'adoption de cette constitution. Vous aviez vos raisons. N'est-il pas alors opportun? On suppose que vous n'étiez pas d'accord avec sa forme définitive. N'est-il pas temps qu'on change les choses? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Des gens ont également relevé ça, comment il est en contradiction avec lui-même. Vous ne vous contredisez pas, justement. Moi, je continue d'adopter mon comportement scientifique constant. J'avais critiqué cette constitution parce qu'effectivement, certaines des avancées démocratiques que nous avions proposées avaient été rejetées ici au niveau des décideurs. Et il me semblait que la volonté de faire du progrès démocratique et politique avait rencontré des résistances au niveau des décideurs. Et ça dénaturait, en fait, notre apport. Voilà pourquoi moi, je me suis opposé à l'adoption de la Constitution. Je dis que je suis l'unique à l'avoir fait, parce que je ne dis pas que je suis l'unique à être constant, mais en tout cas, je suis constant. Je vais donner un seul exemple. Aujourd'hui, les gens se plaignent du fait que certaines institutions, certaines autorités ne soient plus justiciables devant les juridictions de notre pays. On a parlé des anciens premiers ministres, des anciens présidents, etc. Mais c'est parce qu'on a voulu faire une juridiction d'exception pour eux. L'option qui était la mienne, que j'avais proposée, qui est dans beaucoup de constitutions aujourd'hui, c'est le fait que ce que nous appelons chez nous les animateurs soient soumis à la justice commune, au droit commun. Ce sont des citoyens congolais et au nom de l'égalité des citoyens devant la loi et la justice, ils doivent être soumis à la même justice. Oh non, mais c'est quand même le Premier ministre, c'est le président, les ministres, c'est quand même... Oui, d'accord. La dignité et l'honneur de leur fonction, ils sont les premiers à être intéressés par ça. Ce sont eux. Ils doivent préserver la dignité de leur fonction. Mais si eux-mêmes la sabotent par des actes qui ne sont pas dignes de leur fonction, qui sont des crimes ou des infractions, pourquoi voulez-vous leur donner plus de dignité? Ils doivent être soumis à la même... Voilà l'un des exemples qui ont fait que je n'ai pas voulu. Si on l'avait fait, il n'y aurait pas eu ces histoires, les anciens, les autres, ça n'aurait pas eu lieu. Mais de même, je voulais dire que si aujourd'hui on veut revenir sur tout ça, vous savez, c'est très simple. Vous biffez toute la CNS et toute la lutte qu'ont menée les forces sociales et politiques dans ce pays.
pour ramener les choses au moboutisme, à Mobutu. Et si l'on veut ça, on le fait. Moi, tout changer aujourd'hui serait revenir dans... Changer dans le sens que nous devinons. Parce que ceux qui parlent de changement, ils ne disent pas exactement. Vous êtes gentil parce que vous dites telle chose. Mais ils n'ont jamais rien dit. Ils ne disent pas qu'est-ce qui ne va pas, qu'ils voudraient remplacer par ceci. Telle disposition est mauvaise, nous voulons lui remplacer celle-ci. La mise en place des institutions après les élections, ça prend beaucoup trop de temps. Mais ce n'est pas la Constitution. Et tout ça. Ce n'est pas la Constitution, ça. Il y a la loi électorale qui a prévu un certain nombre de choses qu'on peut modifier dans la loi électorale. Et dans la Constitution, au niveau des mises en place des institutions, il y a juste l'élément de la validation des mandats des députés, quelque chose contre laquelle moi je me suis élevé. J'ai fait un long article contre l'idée de cette... comment on appelle ça encore là? Quoi? Le mandat, la validation des mandats, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens, la validation des mandats. Il y a les élections, qui sont l'expression du suffrage universel. Il y a le contentieux électoral. On dit aujourd'hui qu'il faut le supprimer, le contentieux électoral. Mais enfin, s'il y a des contestations, elles vont se traduire par quoi? Par la guerre, par des actes de violence. Il faut donc un contentieux. Mais il faut l'organiser, bien l'organiser. Et là, c'est au niveau de la Cour, au niveau même donc, vous pensez que la loi électorale peut régler la question? Une loi organique, pas forcément politiques, retoquée. Des acteurs politiques. Quand vous avez 20 000 candidats, pour 500 sièges. Pour 500 sièges, vous pensez bien que vous multipliez les contestations, etc. Et la Cour elle-même s'était plainte à un moment donné. Et je crois savoir que dans les propositions qui venaient de la part de certains membres de la Cour, c'était qu'on allonge les délais dans lesquels la Cour devrait se prononcer sur un certain nombre de choses. C'est parce qu'il y a trop de contestations. Mais ça, ce n'est pas dans la Constitution, ça. Donc, il faut savoir ces choses. Attention. Si moi-même, j'avais des raisons de faire rejeter au référendum le projet de Constitution, c'est que je ne suis pas contre le changement de Constitution ni la modification. Une Constitution, on peut la modifier, on peut même la changer. Mais il faut qu'on trouve les vraies raisons. Ça, c'est le travail que moi, je fais. Jusque-là, les raisons qui sont avancées ne sont pas convaincantes. Non, parce que, je vous dis, on ne va pas détruire un édifice de 60 ans parce que tout d'un coup, on a découvert que... Si vous êtes sollicité, professeur, pour faire partie de la commission que le président voudrait mettre en place l'an prochain, accepteriez-vous? Je vais vous dire une chose. Il faut d'abord qu'on sache quelle est la raison de ce changement de régime, parce que les gens veulent parler de la 4e République. Il n'y a pas 4e République par rapport à la 3e si on ne fait que bricoler un certain nombre de choses pour des arrangements. S'il y avait une vision de fond qui ferait changer de fond en comble, non pas certains mécanismes, parce que les mécanismes démocratiques, il faut les maintenir. Oui. Tout ce qui garantit la démocratie dans cette constitution, il faudra le maintenir. Mais on peut changer de république, vous savez, tout en gardant ses acquis de la démocratie. Par exemple, certaines choses, pourquoi il y a toutes ces remises en question, pourquoi il y a ces contestations, pourquoi jamais personne n'est content, je comprends très bien. Personne ne peut être content si on lui dit les élections vous ont exclu de tout. De tout. Vous n'êtes plus rien, etc. Ça signifie quoi? Nous avons appliqué et mal appliqué la conception européenne de la démocratie selon laquelle c'est la majorité contre l'opposition. À partir de ce moment-là, tout est à la majorité, rien à l'opposition, à ce qu'on appelle l'opposition.
Et c'est quand même bizarre. Certains de nos chefs ont des idées qui peuvent être à la base d'une véritable vision, mais ne veulent pas, n'osent pas ou n'ont pas le temps de les appliquer. Le président Tshisekedi a dit dans son discours de vœux de 2020, lui il peut se le rappeler, s'il ne se rappelle pas la date, il peut le relire. Il dit que son vœu, c'est de ne pas voir que son État est celui dans lequel ceux qui gagnent les élections gagnent tout et ceux qui perdent tout. Mais c'est toute une vision d'une praxis démocratique. Ça peut donner lieu, bon, il le disait, il ne le sait peut-être pas, maintenant il doit le savoir, il existe effectivement une forme de démocratie qui donne satisfaction à ce vœu-là. C'est la démocratie qu'on appelle consociative. C'est la démocratie dans laquelle les élections, ce n'est pas une compétition pour confisquer le pouvoir et exclure les autres, c'est une compétition pour que les meilleurs se retrouvent. Chacun dans sa proportionnalité. Meilleur perdant, meilleur gagnant, tout comme meilleur perdant. Non, les meilleurs parmi nos forces politiques et sociales, parmi les énergies congolaises. Et qu'il n'y a pas un individu ou un groupe qui soit plus nationaliste que d'autres. Que tous les Congolais aiment ce pays. Il faut maintenant créer un cadre dans lequel tous les Congolais peuvent effectivement contribuer au pays. Ce n'est pas votre conclusion, justement. Oui. Ma conclusion va dans ce sens-là. Oui. Ce n'est pas en confisquant le pouvoir et en demandant à tout le monde d'être derrière vous que ça va marcher. Je ne dis pas que c'est ce que dit le président, mais c'est ce que disent tous nos dirigeants. Hein? Ils croient qu'il n'y a qu'eux qui doivent être là, tous les autres ne peuvent pas s'exprimer différemment, ce seraient des antipatries, etc. Non, vous avez tous de bonnes idées qu'il faut conjuguer, qu'il faut mettre ensemble. Et ça, il n'y a que la démocratie consociative qui puisse vous permettre cela. Et je suis heureux de constater que des travaux de certains jeunes chercheurs universitaires ont emboîté le pas à mes efforts depuis 2014-2015 pour promouvoir cette forme de démocratie représentative, mais qui soit une démocratie consociative et non pas la démocratie dite majoritaire qui confisque le pouvoir au profit de quelques individus et de quelques groupes en excluant d'une manière explicite tous les autres. À un tel projet, moi, je peux contribuer. Maintenant, vous demandez si je peux accepter. Je suis congolais et nationaliste, patriote plutôt. Le nationalisme a une connotation négative quand même. Hein. Je suis patriote et je pense meilleur patriote que beaucoup d'autres qui s'affichent en le disant. Et donc, si je peux faire un apport positif que l'on puisse accepter en fonction des objectifs de consolidation de notre démocratie qui est encore jeune et en raison de l'objectif de promouvoir un progrès démocratique, ok, mais pas pour la régression. Vraiment, non. Je crois que le président Tshisekedi, j'ose me dévoiler, hein, je crois que le président Tshisekedi a eu une occasion unique de ne pas agir en homme politique, mais en homme d'État. Un homme d'État. Un homme d'État, c'est-à-dire qu'il fait fi de toutes les flatteries de son entourage, de son parti et même des intérêts électoraux de son parti pour se situer au-dessus, au niveau de la nation. Et c'est à ce niveau-là qu'il peut poser les problématiques sans écouter les sirènes des partisans, des flatteurs, des turiféraires et de ceux qui ont à manger grâce au pouvoir et grâce à lui, etc. Il entrerait dans l'histoire comme ayant fondé un régime vraiment congolais. Parce que vous voyez, je me permets d'excéder un peu, oui. La réalité culturelle congolaise, c'est celle-là. La seule qu'on n'a jamais rencontrée encore. C'est celle-là. Laquelle? Quand vous êtes dans un village,
chez vous au village. Quelqu'un, un chasseur, il part tout ce pont, il tue un éléphant. Il revient chez lui avec l'éléphant, il met sa femme et ses enfants, il commence à dépecer et manger. Il donne aussi aux voisins, aux villageois. Les villageois viennent. Je termine par une anecdote. Un ami, il va reconnaître son anecdote qu'il m'a racontée lui-même, a une ferme à Maluku, du côté de Maluku. Et il y allait régulièrement, il a ramené du poisson vendu par les pêcheurs du coin. Et à la période où on attendait la formation du gouvernement, ça traînait. Il va là-bas, 2 fois il revient sans poisson. Il leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les pêcheurs lui ont dit, ça c'est lui qui me le dit. Okay. Je crois que, cher ami, vous reconnaissez. Les pêcheurs lui ont dit, il faut d'abord qu'on a l'icolo bayo kananano. On a rigolé, mais c'est très profond. C'est-à-dire que même nos poissons disparaissent quand il y a mésentente. Quand il y a mésentente, ils veulent que tout le monde participe. Tout ce que les autres font ici, c'est parce qu'ils veulent participer. Ça, c'est clair. Même ceux qui font de l'opposition, entre guillemets, parce que je n'aime pas le terme, ils le font pourquoi? Parce qu'ils veulent participer, remplacer ceux qui sont là. Oui. Mais les remplacer pour faire la même chose, confisquer au détriment des autres. Ce jeu-là peut continuer éternellement. Il n'y aura pas de stabilité. Il faut donc qu'on revienne à ça, au fait que tous les Congolais aiment ce pays, sont des patriotes, ils ont des idées. Quand vous prenez tous les mouvements qui aujourd'hui font partie de l'Union sacrée, à un moment donné, ils étaient exclus du pouvoir. Vous croyez que c'est bon? Quand vous avez un pouvoir où il n'y a que le PPRD et l'UDPS, le MLC n'est pas là, l'ensemble n'est pas là, l'ami Fayou, les autres ne sont pas là. Vous croyez que c'est bon? Et vous croyez qu'ils vont vous laisser tranquille? Sous Mobutu, ils lui ont dit, nous allons à l'étranger pour faire de campagne, qu'on ne vienne pas investir ici, qu'on vous sabote. Ils sont partis. Maintenant, là, il y en a un qui aujourd'hui est devenu turiféraire du pouvoir du président Félix, mais qui avait, au début de Félix, dit, nous allons entrer à l'étranger, on va tout faire pour que vous n'ayez pas des investissements. Pourquoi? Parce qu'il n'en était pas. C'est pas, je ne dis pas qu'il faut rire ou se moquer d'eux, mais c'est ça représente quelque chose de plus fondamental. L'union et l'unité de tous les Congolais, de toutes les forces qui peuvent se mettre ensemble. Il n'y a pas d'opposition idéologique. Quel est le parti qui a une idéologie différente des autres? Il n'y en a pas. Je donne toujours l'exemple de l'UDPS et du PPRD. Tous les deux se disant sociaux-démocrates inscrits à l'international socialiste. Alors, on nous dit quoi? Merci. Alors, donc, il faut vraiment qu'on en arrive là. S'il y a une 4e république à faire, ce sera cette république-là. Le reste, ce sera du patouillage. Tripatouillage, même pas patouillage, tripatouillage. Merci beaucoup d'être venu, professeur. À tout moment, nous reviendrons vers vous si nous trouvons qu'il y a d'autres questions qui nécessitent de l'éclairage de votre part. Merci bien. Merci. On n'est pas revenu sur les autres membres qu'on trouve sur les listes là. Oui, enfin. Nous n'avons pas cherché à situer chacun à son rôle. Effectivement, il y avait une équipe qui a fait quoi? Belge. On a vu dans une vidéo tout récemment le professeur Bochab réclamer la paternité. Cette constitution, c'est moi qui l'ai écrite. Il ne réclame pas là. Il dit qu'il a participé. Tout comme le professeur Sambo. L'actuel conseiller spécial du chef de l'État. Oui. Il a participé et même il a des termes très élogieux à l'égard de cette constitution. Ça, c'était avant. Maintenant, il dit qu'il faut la réévaluer. Avant quoi? Mais Sambo a dit qu'il faut réévaluer. Il a dit qu'il faut la réévaluer. Réévaluer, oui, mais moi je vous ai indiqué les points sur lesquels il faut réévaluer. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on va revenir sur la forme de l'État? Donc je dis que c'est le résultat de la lutte des partis politiques congolais au moment où ils réfléchissaient encore et pas au moment où ils s'arrachaient le morceau de beefsteak. Le professeur Mbata a-t-il fait partie de cette commission? Non.
Vous n'étiez pas là. À aucun moment. Il y en a qui sont venus intervenir alors que Kisangani c'était fini, on était déjà revenu ici. C'est là que les gens de l'opposition à Kabila, il faut qu'on le dise, ont sollicité les Belges, se méfiant certainement des choses qui étaient faites ici, pour que les étrangers puissent appuyer peut-être les points de vue de l'opposition. À l'époque, l'Assemblée était entre les mains de Olivier Kamitatou et l'ami Mende était rapporteur au Sénat et rapporteur de la commission comment on peut appeler ça, interinstitutionnelle qui a travaillé sur la Constitution en février 2005. Eh bien, ce sont ces gens-là qui ont demandé qu'on envoie certaines personnes. Ils sont venus, dont l'ami Bob Kabamba, qui lui est resté pratiquement permanent. Les autres sont venus 2-3 jours, ils sont repartis. Ils n'ont pas accédé au texte pour y travailler, effectivement. Le professeur Bossuet revenait de temps en temps, mais très peu de fois. Les autres ne sont jamais revenus, n'ont jamais travaillé dans une commission avec nous. Le professeur Bouchab, le professeur Kabouya Lumuna, oui, à partir de ce moment-là, ils ont été associés de la part de la composante gouvernement de Kinshasa. Ils sont intervenus et le professeur Kabamba, quelque part, indique ce qui les opposait. Mais ce n'est pas ça qui a déterminé la forme de l'État. La forme de l'État vient des débats des partis politiques congolais 58, 59, 60. Il ne faut pas qu'on édulcore l'histoire ou qu'on minimise l'histoire. Entre unitaristes et fédéralistes. Voilà, c'est cette forme-là. Si aujourd'hui quelqu'un a une invention nouvelle, extraordinaire à nous présenter, il n'a qu'à le dire. Et si c'est pour revenir au régime centralisé qu'on a connu véritablement que sous Mobutu et tous les excès qu'on en a su, et comment, même sur le plan purement matériel, technique, pratique, comment voulez-vous que 2,5 millions de kilomètres carrés soient dirigés par un seul centre de décision? Merci. Merci à vous tous, professeur. On ne saura pas tout dire en une heure. Mais il fallait quand même préciser pour certains amis qui n'ont pas entendu leur voix ici, leur nom ici, simplement parce que ça s'est passé à des moments différents. On reviendra à vous, professeur, c'est promis. Merci au public, merci pour le temps que vous avez pris à nous regarder. On se retrouve ce soir pour d'autres programmes et d'ici là, on vous souhaite un excellent début de week-end. Portez-vous bien. Au revoir.